Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Nous gardons Noël simple cette année. Maman, juste la famille proche. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille, essayant de donner un sens aux mots de mon fils. La famille proche. Pourtant, j'étais là, seule dans ma cuisine, avec une tasse de thé Earl Grey qui refroidissait à côté de moi. Oh, ai-je dit doucement, mon cœur tombant comme une pierre dans un étang calme. Bien sûr, Romain, merci d'être si cool à ce sujet, a-t-il répondu, le soulagement évident dans sa voix. Tu sais, cette année a été tellement chargée, nous avons besoin de quelque chose de discret. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Bien sûr, prends soin de toi. Il a raccroché, c'était tout. Le silence qui a suivi m'a semblé contre nature. Pas le silence confortable qui vient après une conversation profonde, mais celui qui pèse sur votre poitrine, qui résonne dans les endroits où il y avait autrefois des rires. J'ai regardé l'autre tasse sur la table, la tasse de Thomas, mon mari. Cela fait 17 ans qu'il est parti, mais je mets encore parfois son couvert, surtout en décembre, surtout dans des moments comme celui-ci. J'ai toujours été une femme de Noël. C'est moi qui préparais les biscuits, accrochais les guirlandes lumineuses, choisissais le sapin. Je cousais de petites chaussettes rouges pour chaque membre de la famille et j'écrivais des cartes à la main même quand mes doigts me faisaient mal. Ce n'était pas par obligation, c'était de l'amour. Un amour que je pensais important. J'avais déjà acheté les cadeaux cette année, en novembre, pendant les premières soldes. J'avais trouvé un set de dessins professionnels pour Olivia, un kit scientifique pour Noah, une élégante mallette en cuir pour Romain et une lampe à arôme faite à la main pour Sophie, du genre de celle qu'elle avait admirée une fois dans un magazine que j'avais vu sur sa table basse. Chacun choisi avec soin, emballé avec des rubans dorés et rangé dans des boîtes étiquetées, prêtes. Et maintenant, il restait à la maison, sans moi. Je suis allée dans le salon, celui qu'il m'avait aidé à peindre l'année dernière. Romain supervisant principalement. Sophie faisant défiler des choses sur son téléphone la plupart du temps. Je pensais que c'était un projet commun. Maintenant, avec le recul, cela ressemblait plus à de la charité. Le sapin se tenait dans le coin, les lumières éteintes. Je ne l'avais pas encore décoré. J'attendais que les enfants viennent pour laisser Olivia placer l'ange au sommet, comme elle l'avait toujours fait. Je me suis assise dans mon fauteuil relax, j'ai tiré la couverture en laine sur mes genoux et j'ai regardé par la fenêtre. Un voisin installait des rennes lumineux et un Père Noël en plastique qui vacillait dans le vent. Des enfants couraient dans la rue, les joues rouges, et des sucres d'orge à la main. Tout le monde se préparait à quelque chose, sauf moi. J'ai pensé que j'allais peut-être pleurer, mais non, il n'y avait pas de larmes. Pas ce soir. Juste ce silence étrange et oppressant à nouveau, et une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la tristesse, pas tout à fait de la colère. Quelque chose de plus froid et de beaucoup, beaucoup plus clair. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, comme toujours. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et j'ai eu toute une vie de levers matinaux pour les déjeuners d'école, les rôtis du dimanche, les visites surprises et les matins de Noël qui commençaient avant le lever du soleil. Mais ce matin-là, je suis restée au lit plus longtemps que d'habitude. Il n'y avait aucune urgence. Aucun bruit dans le couloir. Pas de petits pieds courant en chaussons. Aucune raison de me lever et de préchauffer le four. Pourtant, mes mains ont bougé d'elles-mêmes, écartant la couverture, trouvant les pantoufles, parcourant le chemin familier jusqu'à la cuisine. Comme si Noël allait quand même arriver, juste un peu en retard. J'ai préparé du thé et je me suis assise à la fenêtre.
Mon jardin avait l'air comme d'habitude. Un bonhomme de neige de travers, construit par les enfants du quartier. Des stalactites se formant sur les gouttières. Des empreintes de pas éparpillées comme des confettis. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose semblait inhabituel. J'avais organisé Noël chaque année depuis 1973, malgré la maladie, les budgets serrés, les tempêtes de neige, et une année où la dinde avait pris feu. Peu importe, tout le monde venait quand même s'ils étaient en retard, même s'ils oubliaient d'apporter le dessert, même s'ils n'aidaient pas à nettoyer, ils venaient. Et maintenant, on ne me le demandait même plus. J'ai pensé à comment c'était avant. Romain arrivait le premier, toujours en avance, vérifiant toujours si le stationnement était dégagé. Sophie arrivait plus tard, les bras chargés de cadeaux qui semblaient au sortir de catalogue, toujours emballés en or et bleu marine, pas une once de rouge en vue. Olivia et Noah entraient en courant, les yeux grands ouverts, demandant si les chaussettes étaient accrochées, si les brioches à la cannelle étaient chaudes. Je me souviens encore de la façon dont Olivia se blottissait contre moi lorsque nous lisions ensemble, la nuit avant Noël. Je me souviens des cris de joie de Noah quand il a ouvert son premier vélo. Mais ces souvenirs semblaient lointains maintenant, comme ceux d'une autre famille, comme un film que j'avais vu une fois et oublié. La maison était trop silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait plus fort. J'ai jeté un coup d'œil au couloir. La porte de la chambre d'amis était fermée. La même chambre d'amis que Romain avait insisté pour que je garde prête, au cas où nous voudrions passer la nuit un de ces jours, maman. Ils ne sont jamais restés. Ils se sont à peine assis. Cela m'a frappé d'un coup, comment les visites étaient devenues plus courtes chaque année. Au début, ils passaient des journées entières, puis c'était le déjeuner, puis juste un passage rapide, puis plus rien du tout. Les derniers Noëls, c'est moi qui traversais la ville en voiture. Je m'asseyais poliment dans leur cuisine impeccable. Je leur tendais mes cadeaux soigneusement choisis, et je les regardais les déballer sans vraiment les voir. Sophie souriait toujours, disait toujours « merci ». Mais ses yeux étaient ailleurs. Romain consultait son téléphone entre deux bouchées. Olivia et Noah étaient scotchés à leurs écrans. Une année, j'avais préparé une vieille recette de famille, des tourtes à la viande que ma mère faisait. Sophie a pris une seule bouchée et a dit « Oh, c'est très traditionnel ». Elle ne l'a pas fini. Je me suis dit que ce n'était pas grave, que les temps changeaient, que les enfants ne comprenaient pas les repas faits maison ou les écharpes tricotées à la main. Mais maintenant, je voyais les choses pour ce qu'elles étaient. De la distance, pas physique, mais émotionnelle, calculée. Je me suis levée lentement et je me suis dirigée vers le buffet. Là, rangées dans un tiroir, se trouvaient toutes les photos des Noëls passés, des dizaines, Romain avec une couronne en papier, Olivia ouvrant ses cadeaux en pyjama, Thomas découpant la dinde avec son sourire de travers. Je les ai feuilletées une par une. Puis, j'ai remarqué quelque chose. Sur chaque photo, j'étais en arrière-plan, tenant le plateau, portant les assiettes, nettoyant dans un coin, souriante, toujours souriante, mais jamais assise, jamais vraiment vue. J'ai refermé l'album et l'ai glissé dans le tiroir. Mes mains se sont attardées un instant sur le bois avant que je ne me détourne. Des traditions, c'est ce que je pensais avoir bâti. Mais peut-être que j'étais la seule à m'en souvenir. La chambre d'amis dans la maison de Romain et Sophie était peinte d'un gris doux, avec des rideaux blancs et une citation encadrée au-dessus du lit. La famille, c'est tout. Je me souviens m'être tenue dans cette pièce la première fois que Sophie me l'a montrée. Elle avait ouvert la porte avec fierté et dit « Et voici ton petit coin, Marguerite, pour les soirées pyjama ou les longues visites. Nous voulions que tu te sentes la bienvenue. » J'avais souri alors, sincèrement touchée. J'avais même apporté une paire de chaussons et une brosse à dents supplémentaires la semaine suivante.
J'avais plié ma chemise de nuit dans le tiroir de la commode, juste au cas où. C'était il y a 2 ans. Je n'y ai jamais dormi. Je ne me suis même jamais assise sur le lit. J'ai remarqué au bout d'un moment que chaque fois que je venais, la pièce était toujours pleine d'autre chose. Des décorations de Noël, des boîtes non ouvertes, les clubs de golf de Romain. Une fois, c'était leur nouveau vélo d'appartement. Juste temporaire, avait dit Sophie, balayant la chose d'un sourire. Cela ne semblait pas temporaire. J'ai arrêté d'apporter mon sac de nuit. Ils vivent dans une maison que je les ai aidés à acheter. 50 000 € pour l'acompte, prélevés sur mon fonds de retraite après le décès de Thomas. Romain avait dit que c'était un investissement dans notre union. Je voulais le croire. J'ai signé le chèque sans hésitation. Je n'ai même pas demandé de remboursement. Ils avaient mis à promis que j'aurais toujours une place là-bas. Et pourtant, ce Noël, je n'étais pas invitée. Je me suis assise à ma table de cuisine, regardant la carte de Noël que j'avais reçue d'eux la semaine dernière. Il y avait une photo d'eux 4 en pyjama assortis devant une cheminée. Pas la mienne. La calligraphie de Sophie disait « Nous vous souhaitons de chaleureuses et joyeuses fêtes de fin d'année ». Aucune invitation. Aucune mention d'un dîner, juste des vœux chaleureux de loin. Je l'ai retourné. Le dos était vierge. J'ai pensé à la première maison que Romain et Sophie avaient achetée. Elle était plus petite, plus vieille, plus proche de mon quartier. À l'époque, Sophie me demandait de l'aide pour choisir les rideaux, organiser le garde-manger, garder les enfants. Elle semblait m'apprécier. Mais avec le temps, les choses ont changé. Les sourires de Sophie sont devenus plus crispés, ses compliments plus polis, ses demandes moins fréquentes. Une fois, je l'ai entendue au téléphone dire « Ma belle-mère a de bonnes intentions. Elle ne s'intègre tout simplement pas vraiment à notre cercle. » C'était il y a 2 Noëls. Elle ne voulait pas que je l'entende, mais je l'ai entendue. Je ne l'ai jamais mentionné. Maintenant, j'aurais aimé le faire. Ils parlent d'inclusion, de valeurs familiales. Ils achètent des livres sur la pleine conscience et font des dons à des œuvres de charité pour les fêtes, mais ils ne peuvent pas faire de place à leur propre table pour la femme qui a plus d'une fois assuré leurs arrières. Je ne suis pas naïve. Je sais que Sophie m'a toujours trouvée pittoresque, trop simple, trop portée sur le bicarbonate de soude pour le nettoyage et pas assez sur les huiles essentielles. Je n'ai pas ma place dans leur version organisée de la vie. Pourtant, ça fait mal. Je me suis levée, j'ai descendu le couloir et j'ai ouvert la porte de ma propre chambre d'amis. Elle n'a rien de spécial. Juste un lit simple avec une couverture au crochet et une petite lampe que Thomas avait câblée lui-même. Mais j'y ai hébergé tant de gens au fil des ans. Des amis, des voisins, même Romain une fois quand il s'était disputé avec Sophie et avait eu besoin d'espace pour la nuit. Elle sent la lavande, le vieux bois et quelque chose de chaud que je ne peux pas tout à fait nommer. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai joint mes mains. Ils ont construit une chambre, pour moi qu'ils n'ont jamais eu l'intention que j'utilise. Mais ici, dans ma propre maison, chaque pièce a une mémoire. Des vraies, des désordonnées, pleines de bruit, de nourriture et d'amour accidentel. Et peut-être que c'est ça, la différence. Peut-être qu'ils ont construit une maison, mais que j'ai bâti un foyer. Je m'étais dit que je n'allais pas le faire cette année. Pas de shopping, pas d'emballage, pas de recherche dans les prospectus pour les meilleures offres. Pas après cet appel. Mais les vieilles habitudes ne meurent pas tranquillement. Alors me voilà, debout au milieu du grand magasin, le manteau déboutonné, l'écharpe dénouée, la liste à la main. Le même magasin que je visitais chaque décembre depuis près de 50 ans. Les mêmes chants de Noël doux jouant en fond sonore. Les mêmes guirlandes enroulées autour de chaque caisse. Et moi, toujours là,
jouant toujours le rôle. Olivia aimait dessiner, alors j'ai trouvé le set de feutres amélioré qu'elle avait mentionné en juillet. Des doubles pointes, des centaines de couleurs, une mallette qui se fermait complètement comme une valise. Noah avait commencé à lire des bandes dessinées, alors j'ai pris le dernier de cette série avec l'étrange chat qui parle. Je n'y comprenais rien, mais je savais que ses yeux s'illumineraient. J'ai même trouvé un petit pot de sel de bain importé pour Sophie, à la rose et au bois de santal. Cher, délicat, inutile. Pour Romain, j'ai hésité. Qu'est-ce qu'on offre à un homme qui n'a pas le temps de vous appeler? J'ai erré dans le rayon homme, mes doigts effleurant les écharpes en laine, les gants en cuir, les boutons de manchette derrière une vitrine. J'ai opté pour une paire d'écouteurs sans fil haut de gamme, quelque chose d'élégant et de pratique, quelque chose de moderne, quelque chose qui disait « J'essaie de rester dans ton monde ». J'ai porté les articles à la caisse. La jeune fille derrière le comptoir a souri et a dit « Vous avez prévu un grand Noël ?» J'ai cligné des yeux un instant. Je ne savais pas comment répondre. « Non », ai-je finalement dit. « Juste en petit comité. » Elle a hoché la tête, ne remarquant pas la pause. Tout le monde réduit la voilure cette année. La famille, c'est déjà bien, non? Je n'ai pas répondu. Sur le chemin du retour, le poids des sacs me semblait plus lourd que d'habitude. Avant, je me sentais fière de rentrer les bras chargés. Une preuve d'amour, de préparation, d'attention. Maintenant, il me semblait juste être des fardeaux, la preuve de quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. À la maison, j'ai posé les sacs sur la table de la salle à manger et je me suis assise à côté. Un par un, j'ai déballé les articles de leurs sacs de magasin brillants. Je les ai pliés dans du papier de soie, je les ai rangés dans des boîtes. J'ai noué un ruban autour de chacun. J'ai même écrit leurs noms sur les étiquettes, comme je l'avais toujours fait. Romain, Sophie, Olivia, Noah. C'était automatique, familier, douloureusement familier. J'ai regardé la pile quand j'ai eu fini. 4 boîtes, 4 fantômes, car c'est ce qu'ils étaient. Pas des cadeaux, mais des échos. Les échos d'une femme qui essayait encore de gagner une place qu'elle aurait déjà dû avoir. J'ai regardé le petit tiroir dans le couloir où je gardais les anciennes cartes, celles dessinées à la main par les enfants. Des gribouillages maladroits qui disaient « Je t'aime, mamie, et tu fais les meilleurs biscuits ». J'ai passé mes doigts dessus. Puis, j'ai regardé à nouveau les boîtes. Cette année, elles ne seraient pas transportées jusqu'à l'arbre de quelqu'un d'autre. Pas cette fois. J'ai placé les boîtes terminées soigneusement sur le bord du buffet. Chacune un monument silencieux à quelque chose de non dit. Le papier or et argent brillait dans la lumière de l'après-midi, les rubans encore impeccables, les étiquettes écrites de ma plus belle écriture. Il fut un temps où j'avais hâte de les voir les ouvrir. Pas parce que je voulais des remerciements, même si je ne vais pas mentir, cela comptait aussi, mais parce que j'aimais le moment où leurs yeux s'illuminaient. La surprise, la joie pure. C'est ce que Noël signifiait pour moi. Mais maintenant, ils étaient là, intacts, non réclamés, pas oubliés, juste inutiles. Je suis restée là à les regarder pendant un long moment, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 78 ans. J'ai pris une des boîtes, celle de Romain, et je l'ai portée à l'étage dans le placard du couloir, derrière de vieux draps et un ventilateur cassé que je n'avais jamais pris le temps de jeter. Il y avait un grand bac en plastique que j'utilisais pour ranger le papier cadeau et les rubans. Je l'ai sorti, j'ai soulevé le couvercle et j'y ai placé la boîte avec soin. Puis je suis redescendue chercher les autres. Les sels de bain de Sophie, le set de feutre d'Olivia, la bande dessinée de Noah. Ils rentraient tous dans le bac, bien serrés comme des souvenirs emballés trop étroitement. J'ai refermé le couvercle. Ils ne recevraient pas ces cadeaux.
pas parce que je voulais les punir, pas même parce que j'étais en colère, mais parce qu'ils ne pensaient pas que j'existais en dehors de l'obligation. Ils avaient construit une vie où j'étais une commodité, quelqu'un à appeler quand le toit fuyait ou que la babysitter annulait, mais pas quelqu'un qui vous manque, pas quelqu'un pour qui vous faites de la place. Et cette année, ils l'avaient rendu douloureusement clair. Nous gardons Noël simple cette année, juste la famille proche. Cette phrase ne me quittait pas. Pas les mots exactement, mais la façon dont ils les avaient dits, désinvoltes, répétés, comme s'ils s'y étaient préparés, comme s'ils savaient que je pourrais être blessée, mais espéraient que le dire gentiment rendrait la chose acceptable. J'ai pensé à l'appeler, à dire quelque chose, à lui rappeler toutes les années où j'avais été présente, les anniversaires que je n'avais jamais manqués, les nuits où j'étais restée debout à coudre des costumes d'Halloween parce que Sophie n'avait pas le temps, les samedis où j'apportais des courses quand leur compte en banque était à sec. Mais qu'aurais-je bien pu dire? Bonjour, je voulais juste te faire savoir que j'existe. Non, je n'appellerai pas. Au lieu de cela, je suis allée dans le salon, j'ai tiré le vieux plaid en laine sur mes genoux, et je me suis assise avec une tasse de thé qui avait depuis longtemps refroidi. De l'autre côté de la pièce, le sapin de Noël se tenait, non décoré. J'avais gardé ça pour la visite des enfants. Pour la touche d'Olivia avec les ornements, pour l'habitude de Noah de tout accrocher trop bas, pour les taquineries inévitables de Romain. « Maman, ce sapin est aussi petit que toi. » Mais il n'y aurait pas de visite, pas cette année. Alors le sapin resterait nu. C'était peut-être mieux ainsi. Quoi qu'il en soit, j'ai pris une gorgée de thé froid et j'ai laissé le silence remplir l'espace où la joie avait autrefois vécu. Il n'y avait pas de tristesse. Pas vraiment. C'était autre chose, un apaisement, comme la poussière après le vent. Chaque année, sans faute, il y avait une carte. Parfois en retard, parfois tachée, mais toujours là. Un carré plié avec des paillettes qui collaient aux doigts. Un joyeux Noël, maman, manuscrit sur le devant, et quelque chose de griffonné à l'intérieur, même quand les mots étaient impersonnels. J'espère que tu vas bien. Bise, Romain et sa famille. Je les gardais. J'en ai un tiroir plein, rangé sous de vieilles factures et des coupures de recettes. Cette année, la boîte aux lettres est restée vide. Enfin, pas complètement. Les prospectus habituels sont arrivés. Des lettres grasses et des réductions, 40% sur les rôtis de dinde, des idées de dernière minute pour les cadeaux. Un politicien local a envoyé une feuille pliée avec une photo de sa famille souriante en pull assorti. Je me tenais au comptoir en triant le courrier, m'attendant à moitié à ce que quelque chose glisse. Une enveloppe adressée de l'écriture soignée de Sophie ou une des créations couvertes d'autocollants d'Olivia, mais il n'y avait rien. J'ai retourné la pile, vérifié à nouveau, que des publicités. J'ai regardé le calendrier. Le 22 décembre, trop tard pour les retards postaux. Trop tôt pour prétendre qu'ils n'avaient pas simplement oublié ou ignoré. J'ai porté la pile jusqu'à la poubelle de recyclage et je me suis tenu la main au-dessus du couvercle. Puis j'ai fait une pause, j'ai sorti la carte du conseiller municipal et je l'ai déchirée par le milieu. Ce n'était pas de sa faute, bien sûr, mais quelque chose en moi avait besoin de ce son. Ce doux déchirement de papier qui ressemblait à une reconnaissance, comme la preuve que, quelque part, quelque chose avait cédé. Le pire, ce n'était pas le silence. J'ai vécu avec le silence. Je dors avec. Je me réveille avec. Non, le pire, c'était la clarté. Ils n'avaient pas oublié la carte. Ils avaient décidé qu'elle n'était pas nécessaire. J'ai préparé un sandwich que je ne voulais pas et je me suis assise à la table de la cuisine. Le sapin se tenait toujours, non décoré, dans le coin du salon.
L'odeur de pain s'accrochait à peine à l'air. J'ai pris une bouchée du sandwich et j'ai fixé le mur. Une peinture délavée d'une grange en hiver y était accrochée. Thomas l'avait trouvée dans un vide-grenier il y a 30 ans. Il disait que ça lui rappelait les terres de son grand-père, bien qu'il n'y soit jamais allé. « Je le sais, c'est tout », avait-il dit une fois, que c'était comme ça. C'est ce que fait la mémoire. Elle comble les vides, vous fait croire en quelque chose de solide qui n'a peut-être jamais existé. J'avais comblé des vides pendant des années, accordant à Romain le bénéfice du doute, me disant que Sophie avait de bonnes intentions, croyant que les enfants étaient juste timides, juste occupés, juste des adolescents. Mais une carte oubliée en dit plus que 1000 explications. Elle dit « Tu n'as même pas été une pensée ». J'ai regardé par la fenêtre. Le Père Noël gonflable des voisins s'était effondré sur le côté pendant la nuit. Il gisait affalé sur la neige, le visage pressé contre la pelouse. J'ai pensé absurdement. Pareil. J'ai posé mon sandwich à moitié mangé et je me suis levée. Dans le placard du couloir, j'ai sorti la vieille boîte à photos, pas les albums. Ceux-là étaient soignés. Celle-ci était différente. Elle contenait les moments non choisis, les instantanés égarés, les images floues, les photos qui n'avaient jamais été encadrées. J'ai fouillé dedans, mes doigts effleurant les coins, m'arrêtant sur une de 1996. Romain tenant la petite Olivia dans une grenouillère rouge ridicule. Tous les deux riant de quelque chose hors champ. J'avais pris cette photo. Je m'en souviens clairement. Ils étaient restés chez moi pendant 1 semaine ce Noël-là. Romain, entre 2 emplois, l'argent se faisait rare. Je cuisinais tous les jours. Je gardais Olivia pour qu'il puisse se reposer. Nous avons emballé ensemble des jouets d'occasion et leur avons donné l'air de trésor. Personne ne se souvient de ça maintenant. J'ai mis la photo de côté. Puis une autre. Romain, à 16 ans, debout à côté de la première voiture que je l'avais aidé à acheter. J'avais cosigné le prêt quand Thomas avait dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. J'ai fait les paiements quand Romain oubliait. Cette voiture a été détruite en moins d'1 an. Puis, la photo du mariage. J'ai payé le gâteau. Puis la photo de l'hôpital. Je suis restée avec Olivia pendant 3 nuits quand Sophie a eu Noah. J'ai dormi sur une chaise en plastique. Je lui ai apporté des chaussettes chaudes. Je suis restée assise là pendant un long moment, tenant ces morceaux de vie. Je n'avais pas besoin d'une carte pour me rappeler qui j'avais été. Mais peut-être que, oui, la maison sentait toujours la cannelle le 23. C'était la tradition. Des sablés au sucre, des sablés à la cannelle, des biscuits au beurre de cacahuète, avec le chocolat pressé au milieu. Et puis, Olivia aidait à étaler la pâte quand elle était petite. Ses doigts trop petits pour tenir l'emporte-pièce droit. Noah piquait de la pâte crue quand il pensait que je ne regardais pas. Romain faisait semblant de les gronder, mais en volait toujours le plus une fois qu'ils étaient cuits. Même l'année dernière, bien qu'ils ne soient restés que pour un café, j'avais les boîtes prêtes, étiquetées, emballées, une pour chacun d'eux. Sophie disait toujours « Oh, Marguerite, vous n'auriez pas dû ?» Mais elle les prenait quand même. Cette année, je me suis dit que je ne me donnerais pas cette peine, mais mes mains ont quand même attrapé les saladiers. J'ai travaillé en silence. Les manches retroussées, la radio éteinte. Mes mains connaissèrent le rythme, même si mon cœur n'y était pas. Beurre crémé avec le sucre, œufs cassés proprement dans le bol. Le son du batteur était réconfortant, mécanique, prévisible, contrairement aux gens. La première fournée est allée au four. Je n'ai pas fredonné. Je n'ai pas souri. J'ai juste regardé le minuteur décompter comme s'il me devait quelque chose. Quand l'odeur a commencé à monter, j'ai fait une pause. Ça sentait le souvenir, pas la joie. Quand les biscuits ont refroidi, je les ai alignés sur le comptoir, des rangées et des rangées de douceur, un défilé d'efforts, attendant des bouches qui n'arriveraient pas. Je n'ai pas eu le cœur de les glacer.
Au lieu de cela, j'ai ouvert la boîte que j'aurais remplie pour Olivia et j'ai commencé à les y déposer un par un. Le son du biscuit contre le métal résonnait trop fort dans la pièce silencieuse. Pas de rire, pas de bruit de pas, juste moi et le fantôme d'une tradition. Je suis allée au placard et j'ai sorti les boîtes de Noël que j'utilisais depuis des années. Chacune avait un petit nom écrit sur du ruban adhésif en bas. Romain, sans raisin sec. Sophie, sablé uniquement. Noah, extra vermicelle. J'ai lu chaque étiquette comme une pierre tombale. Puis, je les ai décollées. Le ruban adhésif s'est retiré proprement, comme s'il avait attendu de lâcher prise. J'ai aligné les boîtes sur la table, pas avec des biscuits, juste telles quelles, vides, creuses. Je suis restée là un long moment. Puis j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai fait quelque chose qui m'a surprise. J'ai ouvert la porte arrière, et je suis sortie. L'air était vif et lumineux. La neige recouvrait la rampe du porche en tas délicat. J'ai traversé la cour et j'ai marché 2 maisons plus loin jusqu'à la petite maison, bleue, où vivait Lise. Lise avait 6 ans. Sa mère, Yasmine, avait emménagé au printemps après avoir quitté un mauvais mariage. Nous discutions par-dessus les clôtures, échangions des conseils de jardinage. J'avais regardé Lise chasser les lucioles dans le crépuscule d'été. Elle m'avait rendu un de mes plats à tarte la semaine dernière. Soigneusement lavé, avec une note pliée qui disait « Merci d'être gentille avec nous ». J'ai frappé à leur porte, tenant toujours la boîte. Yasmine a ouvert, les sourcils levés de surprise. « Marguerite, bonjour, j'ai fait trop de biscuits. » ai-je dit simplement. « J'ai pensé que vous et Lise pourriez les apprécier. » Son visage s'est adouci. « C'est très gentil de votre part. Lise est juste dans le salon en train de regarder ses vieux dessins animés en pâte à modeler. » J'ai souri, et quelque chose de chaud a fissuré la coquille froide autour de ma poitrine. « Je les faisais pour mes petits-enfants. » ai-je dit simplement. Yasmine a hésité, puis s'est écartée. « Entrez si vous voulez. » Je ne m'y attendais pas, mais je suis entrée. La maison sentait les bougies à la vanille et le pop-corn. Confortable, habitée, un peu en désordre. Lise a levé les yeux du canapé et a fait un signe de la main. « Bonjour, Madame Marguerite. »« Bonjour, ma chérie. » Elle s'est précipitée, jetant déjà un coup d'œil dans la boîte. « Oh, vous avez encore fait des sablés à la cannelle ?»« Oui, » ai-je dit, souriant malgré moi. « Juste pour toi. » Elle a souri de toutes ses dents, en attrapant déjà un. Yasmine a croisé mon regard et a dit doucement « Vous n'êtes pas obligé d'être seule, vous savez ?» J'ai cligné des yeux, puis j'ai secoué la tête une seule fois. Je pense que je suis seule depuis plus longtemps que je ne le réalisais. Elle n'a pas discuté. Elle a juste hoché la tête comme quelqu'un qui comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Je suis restée 10 minutes, peut-être 15. Assez longtemps pour voir les yeux de Lise s'illuminer. Assez longtemps pour me sentir à nouveau utile, réelle. Puis, je suis rentrée chez moi, la boîte vide à la main. Et pour la première fois de la semaine, je ne me sentais pas invisible. J'ai allumé les lumières du sapin ce soir-là, pour personne. Pas de public, pas d'enfants pour applaudir quand la pièce s'illuminait. Pas de Romain faisant une blague sur les factures d'énergie, pas de Sophie ajustant les décorations pour qu'elles aient l'air plus équilibrées. Juste moi, debout pieds nus sur le tapis du salon, regardant les lumières colorées clignoter à un rythme lent et régulier. Le sapin était plus petit que ceux que nous avions l'habitude d'avoir, plus facile à transporter, plus facile à installer. Je l'avais traîné moi-même la semaine après la Toussaint. Encore pleine d'espoir alors, croyant toujours qu'il viendrait. Je ne l'avais pas décoré. J'avais gardé ça pour Olivia et Noah, comme toujours. Olivia aimait les délicates boules de verre que je la laissais accrocher plus haut.
là où son frère ne pouvait pas atteindre. Noah préférait les plus criardes, les cannes en sucre et les Pères Noël en feutrine avec des yeux mobiles. Mais maintenant, c'était la veille de Noël, et les branches étaient toujours nues. La seule chose sur l'arbre était la lumière, et je pense que c'est ce qui le rendait beau. Il ne prétendait pas être plein. Je me suis assise sur le canapé en face de lui, et j'ai regardé, la lueur adoucissant les angles vifs de la pièce. Je pouvais voir le reflet des lumières dans la fenêtre. 2 arbres maintenant, un à l'intérieur, un fantomatique sur la vitre. Thomas disait « Un sapin devrait raconter une histoire. » Le nôtre l'a toujours fait. Pas une histoire parfaite. Nous ne coordonnions pas les couleurs ni n'achetions de nouvelles décorations chaque année. Nous utilisions ce que nous avions. Des étoiles en bâtonnets de glace, des anges en papier jauni par le temps, un flocon de neige au crochet que je n'avais jamais tout à fait terminé. Il soulevait Romain quand il était petit pour placer le sommet. Plus tard, Romain soulevait Olivia. C'était toujours un moment familial, un rituel. Je ne savais pas alors que c'était quelque chose que l'on pouvait perdre. J'ai regardé la boîte d'ornements toujours fermée près de la cheminée. J'ai brièvement pensé à les sortir, à finir ce que nous avions toujours commencé. Mais cela ne me semblait plus juste. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que cela aurait été faire semblant. Prétendre que c'était encore une maison qui attendait quelqu'un. Prétendre qu'il pourrait franchir la porte, les joues rouges, les bras chargés de cadeaux, en disant « Désolée d'être en retard, maman. » Il ne venait pas. Et cet arbre n'avait besoin de rien d'autre. Il n'était pas vide, il était honnête. J'ai versé un petit verre de cognac, la bouteille que je gardais au fond du garde-manger pour les occasions spéciales, bien que je ne l'ai pas ouverte depuis le décès de Thomas, et j'ai porté un toast à l'arbre. Ô vérité silencieuse, ai-je murmuré. Le verre a tinté contre lui-même. Puis, je me suis levée et je me suis dirigée vers la cheminée. Là, parmi de vieilles photos et des bibelots, se trouvait la photo encadrée de Thomas et moi lors de notre dernier Noël ensemble. Il portait ce pull vert moche qu'Olivia avait choisi. Je portais une broche du Père Noël qui, selon lui, me donnait un air dangereusement festif. Nous avions l'air fatigués, mais nous sourions. « Si tu étais là, » ai-je dit doucement, « je n'aurais pas à expliquer pourquoi ça fait mal. » Il voyait toujours les choses avant moi. Il a été le premier à remarquer que Romain s'éloignait, à entendre le silence sous la politesse de Sophie, à saisir les lueurs de désintérêt dans les yeux d'Olivia. « Ne leur cours pas après, » m'avait-il dit une fois. « Laisse-les venir à toi. » Mais j'ai couru après. J'ai continué à appeler, à donner, à pardonner. Je pensais que c'est ce que font les mères. Peut-être. Mais il arrive un jour où vous regardez un sapin nu et réalisez qu'il est toujours debout. Même sans les décorations, même sans le bruit, j'ai éteint les lumières du plafond et je me suis rassise. L'arbre brillait doucement et pour la première fois de la saison, moi aussi. Je vais continuer avec la deuxième partie du cadeau oublié, selon votre plan, en maintenant les mêmes techniques de narration captivantes. C'était presque le crépuscule la veille de Noël quand j'ai entendu frapper. Pas fort, hésitant, comme si la personne n'avait pas décidé si elle voulait être là. Je n'attendais personne, certainement pas de la famille. J'ai fait une pause dans le couloir, incertaine. Une petite partie de moi espérait absurdement que c'était Romain, qu'il viendrait avec des excuses. Une excuse chaleureuse, une offrande de paix sous forme de mots trop tardifs, mais toujours bienvenus. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce n'était pas Romain. C'était Lise, la fille des voisins, 6 ans, emmitouflée dans une doudoune violette avec une moufle manquante. Elle tenait un plat à tarte à 2 mains, vacillant légèrement sous son poids.
Bonjour, Madame Marguerite, dit-elle. Maman a dit de vous rapporter ça. J'ai cligné des yeux. Le plat que j'avais envoyé avec les biscuits il y a quelques jours, je l'avais complètement oublié. Merci, ma chérie, ai-je dit en le prenant. As-tu passé un bon réveillon? Elle a hoché la tête. On a fait des lasagnes et on a regardé un film où un chien sauve le Père Noël. J'ai bien aimé. Il y avait beaucoup d'explosions de neige. J'ai souri en l'imaginant. Ça a l'air passionnant. Elle a hésité, regardant derrière elle vers la rue où la voiture de Yasmine tournait au ralenti. Les phares brillaient à travers la légère chute de neige. Puis Lise m'a regardé de nouveau, sa voix plus petite maintenant. Maman a dit que je pouvais vous demander si vous vouliez venir prendre un chocolat chaud. J'ai senti quelque chose se coincer dans ma gorge. Un chocolat chaud, pas une invitation enveloppée de pitié. Juste un chocolat chaud. Simple, chaleureux, une porte qui ne se ferme pas. J'ai regardé au-delà d'elle, vers Yasmine, qui a levé la main dans un doux salut. Son expression était ouverte, mais sans insistance. Juste une offre, juste de la grâce. Je pense que je vais rester ici ce soir, ai-je dit doucement, touchant le bras de Lise. Mais merci, ma belle. Ça me touche beaucoup. Lise a hoché la tête solennellement. D'accord. Maman dit que vous êtes la meilleure pâtissière de la rue. J'ai ri. Elle n'a pas encore goûté mes carrés au citron. Peut-être la prochaine fois? A-t-elle demandé, reculant déjà. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée sauter sur le trottoir, le plat à tarte vide encore chaud dans mes mains. Quand je suis rentrée, le silence m'a accueilli de nouveau, mais il semblait différent cette fois. Moins comme de la solitude, plus comme une pause, une profonde respiration. J'ai porté le plat à la cuisine et je l'ai posé sur le comptoir. Puis, sans vraiment le prévoir, j'ai ouvert le garde-manger et j'ai sorti le bon cacao, celui que je gardais pour les invités qui ne venaient pas. J'ai versé du lait dans une casserole et l'ai laissé chauffer. J'ai ajouté de la cannelle, une touche de vanille. Pendant que ça mijotait, j'ai pris une des boîtes que je n'avais pas remplies. Celle-ci n'avait pas été étiquetée. Elle n'avait pas besoin de nom. J'y ai placé quelques biscuits et j'ai refermé le couvercle. Et au-delà. De retour dans le salon, je me suis installée dans mon fauteuil, près de la fenêtre, avec un chocolat chaud et un biscuit. Dehors, les lumières scintillaient sur les porches. Les voitures roulaient lentement dans la neige, avec de la musique étouffée s'échappant de leurs fenêtres. Tout le monde allait quelque part. Et moi, non. Pas cette année, mais je n'attendais plus non plus. Le coup à la porte n'avait pas été celui que j'attendais, mais c'était peut-être celui dont j'avais besoin. Le matin de Noël est arrivé tranquillement. Pas de bruit de pas précipités, pas d'enfants endormis traînant des oreillers dans le salon, pas de bruissement de papier cadeau, ni de café préparé pour les invités. Juste le lent craquement du vieux parquet et le doux ronronnement du radiateur. Je me suis assise en robe de chambre dans ma cuisine, les mains enroulées autour d'une deuxième tasse de thé, fixant le sapin dans le coin, toujours non décoré, toujours beau dans sa propre quiétude. Je n'avais jamais eu un Noël comme celui-ci. Je n'en avais jamais passé un seul. Pas vraiment. Mais je ne me sentais pas vide. Je me sentais claire. Après le petit déjeuner, je suis allée au tiroir du buffet dans le couloir, celui que Thomas appelait mon centre de commandement. Factures, documents, reçus, tous soigneusement classés dans des dossiers en carton. J'ai sorti celui intitulé « Finances familiales ». C'était là. Chaque chèque que j'avais fait au fil des ans, l'acompte pour le prêt immobilier, les frais de scolarité de l'école privée, le nouveau SUV que Sophie insistait pour dire qu'il était plus sûr sur les routes enneigées, les prêts pour les courses qui n'avaient jamais été remboursés, les urgences à court terme qui s'étaient transformées en schémas à long terme.
Romain avait une procuration sur un de mes plus petits comptes, juste au cas où, me disais-je, en cas d'urgence, au cas où quelque chose m'arriverait. Il s'est avéré que quelque chose était arrivé. J'ai appelé la banque. Un jeune homme joyeux a répondu « Bonjour et joyeux Noël, c'est Hugo du Crédit Populaire. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»« Joyeux Noël, Hugo. Je m'appelle Marguerite Dubois. J'aimerais apporter quelques modifications à mes comptes. » « Bien sûr, Madame Dubois. Je vais juste devoir vérifier votre identité d'abord. » Nous avons suivi la procédure, adresse, date de naissance, les 4 derniers chiffres de mon numéro de sécurité sociale. Une fois vérifié, je n'ai pas hésité. Je veux annuler tous les paiements automatiques et les virements programmés associés à mon fils Romain Lemoine ou à tout compte portant son nom ou son accès. Il y a eu une pause sur la ligne. J'ai imaginé Hugo clignant des yeux devant son écran. « Compris, Madame Dubois. Je vois en effet des liens actifs. Souhaitez-vous que je désactive également la procuration ?»« Oui, » ai-je dit, avec effet immédiat. Une autre pause, puis le son de la frappe. « C'est fait. Vous devrez passer après les fêtes pour signer les documents de révocation finale, mais l'accès a été temporairement suspendu. » « Merci. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ?» J'ai regardé les cadeaux non ouverts empilés soigneusement dans le bac près du placard à manteau. « Oui, » ai-je dit. « J'aimerais ouvrir une assurance vie au nom de Lise Martin. Elle a 6 ans. Elle habite 2 maisons plus bas. » Une autre pause. « Un enfant ?» a demandé Hugo, prudent. « Une amie, » ai-je dit. Quelqu'un qui se souvient de frapper à la porte. Il n'a pas posé d'autres questions. Il a juste tapé. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, de soulagement. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Fini de me justifier. Fini de puiser dans mes économies comme si l'amour en dépendait. Fini d'offrir des parties de moi-même que personne ne voulait, mais utilisait seulement. Cet après-midi-là, j'ai emballé une des boîtes de biscuits dans du papier kraft, je l'ai attachée avec de la ficelle et j'ai écrit sur le dessus « Pour Lise, joyeux Noël de la part de ta voisine. » Je l'ai déposée tranquillement sur leur porche et je me suis éloignée avant que la porte ne puisse s'ouvrir. De retour à la maison, je me suis tenue à la fenêtre et j'ai regardé la rue. Romain ne viendrait pas. Personne de cette maison ne viendrait. Et pour la première fois, je n'espérais pas le contraire, car un non n'est pas seulement l'absence d'un oui. C'est une décision. C'est une limite. C'est le début de quelque chose de nouveau. Les cadeaux sont restés dans le bac, près du placard à manteau, intacts. Je n'avais pas l'intention de les déplacer à nouveau. Je les aimais là où ils étaient, soigneusement empilés et scellés, non pas comme des offrandes, mais comme des rappels de qui j'avais été, de ce que j'avais cessé d'être. J'ai ouvert mon carnet, le simple que je gardais pour les listes de courses et les rappels, et j'ai arraché une page blanche. Puis, lentement, j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, pas même une liste, juste des noms. Les noms des personnes qui avaient été présentes, non par obligation, mais par gentillesse. Yasmine, Lise, ma vieille amie Denise de l'église, qui appelait encore chaque mois sans faute. La fille de mon défunt voisin, Henri, qui me demandait toujours si j'avais besoin d'aide pour déneiger après une chute de neige. C'étaient ceux que j'avais négligés, perdus dans ma concentration sur une famille qui ne me voyait que lorsque c'était pratique. J'ai fermé le carnet, j'ai plié le papier une fois, et je l'ai placé dans la boîte de biscuits qui était destinée à Romain. J'allais utiliser cette liste comme mon nouveau carnet d'adresses. Il était temps de réaffecter mon cœur. Plus tard dans la soirée, j'ai sorti mon plus beau pull, en laine bleu marine, tricoté à la main il y a des années. Thomas disait toujours qu'il faisait ressortir mes yeux. Je le portais maintenant, non pas pour quelqu'un d'autre, mais parce que je le sentais comme une armure. Puis j'ai allumé une bougie à la fenêtre, non pas pour qu'ils trouvent leur chemin,
mais pour me rappeler que j'étais toujours là, toujours chaleureuse, toujours debout. J'ai passé le reste de la soirée à écrire des cartes, pas celles que l'on achète en gros avec des messages préimprimés, mais des cartes vierges, d'un crème simple avec des enveloppes épaisses. J'en ai écrit 3. Une à Lise. Merci d'avoir eu le courage de frapper. Tu m'as rappelé que la gentillesse n'a pas d'âge. Une à Yasmine. Ta chaleur a porté plus loin que tu ne l'imagines. Tu as fait de la place pour quelqu'un que la plupart des gens ignorent. Une à moi-même. Celle-là a pris le plus de temps. Marguerite, tu as oublié pendant un moment qui tu étais, mais tu t'en es souvenu, juste à temps. Tu n'es pas moins parce qu'il ne te voit pas. Tu n'es pas invisible parce qu'il détourne le regard. Tu es entière, forte et digne de plus qu'un rejet silencieux. Continue. Je l'ai scellé, je l'ai placé sur ma table de chevet et je me suis endormie avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la résolution. Je me suis réveillée le 26 décembre dans un matin calme et un ciel bleu. La neige avait croûté pendant la nuit, une fine couche de glace scintillant sur chaque surface. Cela ressemblait au genre de matin qui appelait un but. Pas la routine, pas l'attente, quelque chose de réel. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je n'ai pas vérifié les messages. Au lieu de cela, j'ai pris la liste que j'avais faite, les noms, les gens qui s'étaient manifestés de manière petite et discrète, qui m'avaient vu non pas comme une tâche ou un devoir saisonnier, mais comme une personne. Il était temps de rendre la gentillesse. J'ai rempli 3 boîtes avec les biscuits restants. J'ai mis des rubans sur le dessus. Pas de nom cette fois, juste de petites notes qui disaient « Merci d'être bon ». Puis j'ai fait quelque chose d'encore plus audacieux. J'ai pris le reste des cadeaux emballés, ceux avec le nom de Romain, de Sophie, d'Olivia et de Noah, et j'ai décollé chaque étiquette, lentement, délibérément. Elles se sont retirées facilement, comme si elles n'avaient jamais appartenu. J'en ai réemballé un seul, le set de dessin pour Olivia, parce que cela pouvait encore apporter de la joie à quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, j'ai traversé la ville en voiture jusqu'au refuge, où je faisais parfois des dons. Je n'y étais jamais entrée. Je déposais seulement des articles dans des bacs. Je laissais des chèques. Je restais en arrière-plan. Mais aujourd'hui, je me suis garée et je suis entrée. La chaleur de l'endroit m'a frappée instantanément. Des odeurs de soupe, de lessive, de trop de manteaux et pas assez d'espace. C'était humain. La femme à l'accueil a levé les yeux. « Je peux vous aider ?» J'ai hoché la tête. J'ai apporté quelque chose, des cadeaux, si c'est possible. Elle s'est levée. C'est plus que possible. Entrez. Je l'ai suivie dans une pièce étroite où des enfants jouaient avec des jouets usés et un homme grattait doucement une guitare dans un coin. Les gens ont levé les yeux. Certains ont souri, d'autres non. J'ai posé les cadeaux sur une table d'appoint. Une fille, peut-être de 9 ou 10 ans, s'est approchée, les yeux grands ouverts. Je lui ai tendu la boîte avec l'autocollant Smiley. Elle l'a serrée comme si elle pouvait disparaître. « Merci », a-t-elle dit, d'une voix calme mais claire. Et c'était suffisant. Je ne suis pas restée longtemps, juste assez pour regarder autour de moi et comprendre quelque chose que j'aurais dû savoir depuis des années. La famille ne vit pas toujours dans votre maison. Parfois, elle vit dans la façon dont quelqu'un tient un biscuit comme un trésor, dans la porte ouverte d'un étranger, dans le coup frappé par un enfant qui rapporte un plat à tarte. Je suis rentrée chez moi plus légère, non pas parce que j'avais tant donné, mais parce que j'avais finalement arrêté de donner à des gens qui ne s'en souciaient pas. Ce soir-là, je me tenais à ma fenêtre, regardant le vent soulever la neige des arbres comme des paillettes. Mon sapin brillait toujours doucement, nu comme toujours, mais il ne semblait pas manquer de quelque chose. Il semblait honnête. Le téléphone est resté silencieux, mais le silence ne ressemblait plus à une punition,
Il ressemblait à la paix. Romain a été le premier à le remarquer. C'est arrivé le matin du 27, lorsqu'il s'est connecté au compte familial pour vérifier les paiements automatiques. Il attendait toujours après les fêtes. Il était plus malin de laisser les cadeaux passer, les factures se poster, le prélèvement de l'hypothèque se faire discrètement. Sauf que cette fois, rien ne s'était fait. Pas de virement, pas de dépôt, pas de paiement programmé, juste le silence. Au début, il a pensé que c'était un bug, peut-être un retard dû aux fêtes, peut-être un problème technique. Mais ensuite, il a essayé d'accéder au compte secondaire, celui que j'avais lié pour l'aider à gérer ses liquidités pendant les mois difficiles, et il a trouvé l'accès refusé. Son nom avait été supprimé. La procuration révoquée. Il a appelé la banque, la voix sèche, impatiente. L'employé l'a confirmé. Le titulaire du compte avait apporté des modifications officielles. Des restrictions d'accès étaient désormais en place. Un formulaire de révocation était en attente de signature. « Qui ?» a demandé Romain, bien qu'il le sache déjà. « Madame Marguerite Dubois », a dit la voix à l'autre bout du fil. Sa bouche s'est asséchée. Au début, cela ne semblait pas réel. Il s'est assis dans son bureau, clignant des yeux devant l'écran, s'attendant à moitié à ce qu'il se rafraîchisse avec des informations différentes. Puis, il a pris son téléphone et m'a appelé. Je n'ai pas répondu, alors il a envoyé un SMS. « Salut maman, je pense qu'il y a eu une sorte d'erreur bancaire. Peux-tu m'appeler quand tu auras un moment ?» 1 heure a passé, puis une autre. Pas de réponse. Il a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine. Sophie se tenait près de l'évier, se versant un café, le regardant sans rien dire. Finalement, il a craqué. « As-tu remarqué quelque chose d'étrange à Noël ?» Sophie a haussé un sourcil. « À part le fait qu'elle n'a pas envoyé les cadeaux habituels ?» Il s'est tourné vers elle. « Exactement. Rien. Pas une carte, pas de biscuits, pas une seule chose. » Sophie a haussé les épaules. Peut-être qu'elle prend enfin ses distances. Je veux dire, tu as bien dit que nous voulions de l'espace. Il l'a dévisagée, elle a continué à remuer son café. « Et le fait qu'elle n'ait pas appelé une seule fois ?» a-t-il demandé, la voix montant. « Elle n'a même pas envoyé de SMS aux enfants. » Sophie a expiré lentement. « Romain, tu lui as dit que nous faisions ça en petit comité, la famille proche. » « Elle est la famille proche, » a-t-il lâché. Sophie n'a pas répondu. À ce moment-là, Olivia est entrée dans la cuisine. « Maman, papa ?» a-t-elle demandé. « Est-ce que mamie a envoyé des cadeaux cette année ?» Ils l'ont tous les deux regardé. « Non, » a dit Romain. « Pas cette fois. » Olivia a hésité. Je pensais qu'elle le faisait toujours. Sophie a adressé à sa fille un sourire crispé. « Les gens changent, ma chérie. Peut-être qu'elle est fatiguée. » Noah est apparu dans l'embrasure de la porte. « Mais elle a envoyé des biscuits l'année dernière. Elle est tombée malade, ou quelque chose comme ça ?» Romain a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti, car la vérité était qu'il n'en savait rien. Il n'avait pas appelé à Noël. Il n'avait même pas pris de nouvelles. Et maintenant, pour la première fois, quelque chose lui est apparu. Elle ne les avait pas oubliés. Elle avait choisi de ne pas être là. Il a quitté la pièce, le téléphone à la main, et a recomposé le numéro. Toujours pas de réponse. Il a ouvert le placard de l'entrée, s'attendant à trouver la pile de cadeaux qu'elle livrait habituellement, laissés près de la porte si elle pensait qu'ils étaient sortis, mais il n'y avait rien. Il est sorti sur le porche, a vérifié la boîte aux lettres, a regardé derrière la plante en pot, où elle laissait parfois une boîte de biscuits avec un petit mot glissé à l'intérieur. Rien. Pas de mots. Pas de biscuits. Pas de Marguerite. Plus tard dans la journée, il a de nouveau appelé la banque, a demandé si autre chose avait été changé.
L'employé a été poli mais ferme. Son accès avait disparu et un nouveau compte en fiducie avait été ouvert au nom de quelqu'un d'autre. Un enfant, pas Olivia, pas Noah, quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Ce soir-là, il s'est assis sur le bord du lit, fixant la moquette, pendant que Sophie se brossait les cheveux dans le miroir. « Elle en a vraiment fini avec nous », a-t-il dit doucement. Sophie a arrêté de se brosser. Elle nous a coupés. Pourtant, elle n'a rien dit. Et ça, réalisa Romain, était ce qui se rapprochait le plus d'une confession. Le téléphone a sonné juste après midi. J'ai vu son nom s'allumer sur l'écran. Romain, mon fils, mon garçon qui dormait avec un pied hors des couvertures, qui a pleuré une fois parce qu'il pensait avoir blessé une coccinelle. Le même garçon qui ne se souvenait de moi que lorsque quelque chose cessait de fonctionner. Je n'ai pas répondu. La sonnerie a résonné dans la pièce comme un défi. Je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, les mains enroulées autour d'une tasse de thé chaud, regardant les flocons de neige dériver sur la route. Il a sonné encore et encore, puis s'est arrêté. Puis est venu le texto. « Maman, s'il te plaît, appelle-moi. Je pense qu'il y a eu une sorte de confusion. Je veux juste parler. » J'ai posé le téléphone face contre la table. Il a vibré 2 fois de plus avant de se taire. Il ne voulait pas parler. Il voulait défaire. Défaire le silence. Défaire l'immobilité. Défaire la décision qui avait finalement dit « Assez ». Je comprenais sa confusion. Pendant si longtemps, j'avais été fiable, non pas dans le bon sens, mais dans celui où l'on est pris pour acquis. Un garde-manger toujours plein. Un chéquier toujours ouvert. Un calendrier toujours libre. Mais maintenant, j'avais changé les termes. Et les gens n'aiment pas quand les meubles se mettent à parler. Il a rappelé le soir. Cette fois, il a laissé un message vocal. Sa voix était tendue, mesurée, trop polie. Le ton que les gens utilisent quand ils essaient de ne pas paraître coupables. « Salut maman, je voulais juste entendre ta voix. Les enfants se demandaient pourquoi ils n'avaient pas eu de tes nouvelles à Noël. Je leur ai dit que tu étais probablement occupée ou que ton téléphone était peut-être éteint. Quoi qu'il en soit, appelle-moi quand tu auras 1 minute. Tu nous as manqué. » Il a raccroché sans dire « Je t'aime ». Cette partie ne m'a pas échappé. Je me suis assise dans la pénombre du salon, fixant l'arbre lumineux, maintenant légèrement flétri, mais se tenant toujours avec une dignité tranquille. Les cadeaux non ouverts étaient toujours emballés dans le bac. J'aurais pu le rappeler, tout lui dire, que je me sentais effacée, que son juste la famille proche m'avait coupé comme du verre, que j'avais fait des biscuits les mains tremblantes, me demandant qui j'étais pour eux. Mais je ne lui devais pas ça. Il savait. Il savait comme les gens savent quand ils ont pris l'habitude d'ignorer les signaux de douleur. Sophie n'avait pas appelé du tout. Olivia n'avait pas envoyé de texto. Noah, Dieu le bénisse, m'avait fait un dessin l'année dernière. Un petit bonhomme de neige au crayon avec « Mamie » écrit en lettres de travers. Je l'avais gardé, mais les enfants grandissent comme les arbres. Ils se penchent vers la lumière qu'on leur donne. Et je n'avais pas été leur lumière depuis longtemps. J'étais leur habitude. Et maintenant, cette habitude était rompue. Un autre message vocal est arrivé plus tard dans la nuit. Cette fois, Romain semblait différent. Pas soigné, juste fatigué. « Maman », a-t-il dit avec un long soupir. « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère que tu vas bien. Je sais que j'ai merdé. J'aurais dû en faire plus. Appeler plus. J'ai juste pensé. » Il a fait une pause. « J'ai juste pensé que tu serais toujours là. » Le message s'est terminé là, abruptement, comme s'il ne savait pas comment finir la phrase. Peut-être qu'il ne le savait pas. J'ai tenu le téléphone un moment, le pouce planant sur l'écran, puis je l'ai éteint, je l'ai mis de côté,
j'ai laissé le silence revenir. Cela ne ressemblait pas à une punition. Cela ressemblait à une protection. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas d'être remarquée. Je me remarquais moi-même. Le réveillon du Nouvel An est arrivé tranquillement. Pas de fête, pas de toast, pas de décompte. Juste le tic-tac de l'horloge de la cuisine et le doux souffle du vent pressant contre les vitres. Le genre de nuit qui ne demandait rien d'autre que de l'honnêteté. Je me suis assise à ma table avec une seule bougie allumée, une petite part de gâteau restant et ma tasse de thé. Pas de champagne, pas de résolution, juste de l'immobilité et de la présence. Dehors, le monde se précipitait vers minuit. Bruit, feux d'artifice, verres s'entrechoquant. À l'intérieur, le temps s'écoulait plus lentement. Et pour une fois, je n'essayais pas de rattraper mon retard. Je ne me préparais pas à une autre saison d'oubli. J'étais exactement là où j'avais choisi d'être. J'ai pensé à ce que je donnais chaque année. Des boîtes remplies de sucre, de pulls, de livres, de jouets, de temps, d'efforts, d'argent, d'énergie, d'espoir. J'emballais tout ça dans des rubans et je l'envoyais comme un message dans une bouteille. S'il vous plaît, souvenez-vous de moi. S'il vous plaît, faites de la place. Et cette année, je me suis tout donné à moi-même. Je me suis donné la permission d'arrêter de courir après des gens qui avaient lâché ma main les premiers, d'arrêter d'expliquer ma valeur, d'arrêter de confondre la tolérance avec l'amour. Je me suis donné de l'espace. Je me suis donné le silence. Je me suis donné la paix. Et puis j'ai donné ce qui restait à ceux qui étaient devenus sans qu'on le leur demande, qui avaient ouvert leurs portes sans spectacle, qui avaient accepté une boîte de biscuits comme plus qu'une faveur. Lise m'a fait un dessin hier. Il est maintenant sur mon réfrigérateur. Une maison de travers avec des fenêtres jaunes et Madame Marguerite écrit en crayon arc-en-ciel en haut. En dessous, elle a écrit « Vous rendez les choses agréables ». J'ai regardé ces mots pendant un long moment. Pas « vous cuisinez bien », pas « merci pour les cadeaux », pas « vous nous aidez », vous rendez les choses agréables. N'est-ce pas ce que l'amour est censé être? Romain n'a plus jamais appelé après le 27, ni au Nouvel An, ni après. Et je ne l'ai pas appelé. Peut-être qu'il le fera un jour. Peut-être pas. Mais je ne suis plus assise dans ce silence à me demander ce que j'ai fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. J'ai donné, donné et donné, jusqu'à ce que je réalise que je n'avais pas à continuer de prouver que je méritais d'être choisie. Parce que je n'ai jamais été celle qui est partie. J'étais celle qui montait les escaliers avec les cadeaux non ouverts. Maintenant, ils restent là où ils doivent être. Rangés, silencieux, ne suppliant plus d'être aimés. Et moi, je marche plus légèrement, je souris plus, je me repose dans la dignité que j'ai retrouvée. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de retour, non pas des gens, mais de soi. Je vais maintenant compléter votre histoire avec la 3e partie du cadeau oublié, en continuant avec le même style captivant et les mêmes techniques narratives. Janvier est arrivé avec une nouvelle couverture de neige et un sentiment de possibilité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les décorations de Noël ornaient encore les maisons de ma rue, mais les miennes avaient été rangées, à l'exception du sapin. Je l'avais gardé nue et honnête jusqu'à ce que ses aiguilles commencent à tomber. Un rappel silencieux que même les plus belles choses ont leur saison. Le 3e jour de la nouvelle année, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans mon allée. Mon cœur s'est accéléré un instant, les vieilles habitudes ayant la vie dure. À travers la fenêtre givrée, j'ai aperçu le SUV de Romain, celui que j'avais aidé à financer 3 ans auparavant. Je suis restée très immobile, le regardant s'asseoir là, le moteur tournant,
les mains agrippées au volant. 5 minutes ont passé, 10. Il n'est pas sorti. Finalement, il a fait marche arrière et est parti. Je n'étais pas sûre de ce qu'il avait espéré. Peut-être que je me précipiterais dehors, désireuse de me réconcilier, de revenir à l'ancien schéma. Mais je suis restée où j'étais, une tasse de thé refroidissant dans mes mains, regardant l'espace vide où sa voiture avait été. Ce n'était pas que je ne l'aimais pas. L'amour n'était pas la question. Il ne l'avait jamais été. La question était la valeur. Ce que nous valorisons, nous lui faisons de la place. Le téléphone a sonné plus tard cet après-midi-là. Pas Romain cette fois, mais Sophie. En toutes nos années de connaissance, elle m'avait rarement appelé directement. J'ai regardé son nom sur l'écran, curieuse malgré moi. Après 4 sonneries, j'ai répondu « Bonjour Sophie ». Il y a eu une pause, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je décroche. « Marguerite ?» Sa voix était formelle, contrôlée. « J'espère que vous allez bien. »« Je vais bien, merci. » Une autre pause. Je pouvais entendre sa respiration. Le léger bruissement de tissu, le son d'une porte se fermant, où qu'elle soit. Nous étions inquiets de ne pas avoir de vos nouvelles pendant les fêtes, a-t-elle finalement dit. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé les mots flotter entre nous, toutes deux conscientes de leur inexactitude. L'étiez-vous ? Ai-je simplement demandé. Elle s'est éclaircie la gorge. Bien sûr, les enfants vous ont manqué. Ils m'ont manqué aussi. J'aurais pu en dire plus. J'aurais pu souligner qu'elle avait eu des semaines pour appeler, pour vérifier, pour se souvenir que j'existais. Mais le temps des explications était passé. Romain a mentionné qu'il y avait eu une certaine confusion avec la banque. Voilà, le véritable but de l'appel. Aucune confusion, ai-je dit. J'ai fait quelques changements. Mes comptes sont à moi de les gérer. Bien sûr qu'ils le sont. Son ton était apaisant, comme on parlerait à un enfant ou à une personne âgée confuse. Mais Romain a toujours aidé avec les finances. Il s'inquiète juste pour vous. Vraiment ? Un autre silence. Marguerite, nous sommes une famille. J'ai failli rire à cela. Oui, Sophie, c'est ce que je pensais aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une pointe de défensive s'est glissée dans sa voix. Cela veut dire exactement ce que vous pensez. La famille fait de la place à table. Je l'ai entendu inspirer brusquement. Si c'est à propos de Noël, Romain a expliqué. Nous voulions garder les choses simples cette année. Oui, il l'a fait. Alors, vous comprenez ? J'ai fermé les yeux, me sentant soudainement fatiguée. Je comprends parfaitement. Et maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Je ne finance plus votre style de vie. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que j'ai enfin reconnu ma valeur dans vos vies. Si je ne suis pas assez de la famille pour être incluse, je ne suis certainement pas assez de la famille pour être utilisée. Utilisée ? Sa voix s'est élevée. C'est injuste. Romain a tant fait pour vous. Ah oui ? Cette fois, j'ai ri. Un petit son doux, sans humour. A-t-il fait pour moi, ou ai-je fait pour lui, Sophie ? Réfléchissez bien avant de répondre. Elle n'a pas répondu. Je vous souhaite le meilleur, ai-je dit, sincèrement. Mais j'en ai fini d'être pratique. J'en ai fini d'être oubliée jusqu'à ce que l'on ait besoin de moi. J'ai fait ma paix avec ça. Les enfants ne devraient pas souffrir à cause de désaccords d'adultes, a-t-elle dit finalement, la voix tendue. Non, ils ne devraient pas. Ils sont les bienvenus ici à tout moment. Vous savez où j'habite. La porte est ouverte à ceux qui veulent la franchir. Après avoir raccroché, je suis restée assise un long moment, regardant la lumière hivernale s'estomper dehors. Je m'attendais à me sentir tremblante, incertaine, mais au lieu de cela, je me sentais calme, claire.
La conversation avait confirmé ce que je savais déjà. Je n'étais pas manquée. J'étais nécessaire. Il y a un monde de différence entre les deux. Ce soir-là, Yasmine a appelé pour m'inviter à dîner le week-end suivant. Rien de spécial, a-t-elle dit. Juste des spaghettis et du pain à l'ail. Lise insiste pour que vous veniez. Elle veut vous montrer ses nouveaux dessins. J'ai accepté sans hésiter. Une véritable invitation. Une invitation honnête. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et j'ai fait quelque chose que j'envisageais depuis des semaines. J'ai appelé Denise de l'église et je lui ai demandé si elle voulait se joindre à moi pour le cours d'art pour seniors au centre social. J'ai l'intention de l'essayer depuis des années, lui ai-je dit. Je pense qu'il est temps. Il était temps, a-t-elle ri. Je te demande de venir avec moi depuis la mort de Thomas. C'était vrai. Elle l'avait fait, mais j'avais toujours décliné, disant que je devais être disponible pour Romain ou les petits-enfants au cas où ils appelleraient, au cas où ils auraient besoin de moi. Maintenant, j'étais disponible pour moi-même. Le cours d'art avait lieu le jeudi. Je l'ai noté dans mon calendrier avec un stylo rouge vif. Pas de crayon, pas de plan provisoire. C'était pour moi, et ça n'allait pas être effacé. La partie la plus étrange de tout cela n'était pas les changements que je faisais. C'était à quel point ils semblaient naturels, comme enfiler une paire de chaussures confortables que j'avais oublié de posséder. Une semaine a passé, puis une autre. Le téléphone a sonné de temps en temps, principalement Romain. Une fois Olivia, mais j'ai laissé aller à la messagerie vocale, non par dépit, mais parce que je n'étais pas prête. Quand j'ai écouté les messages, ils avaient tous le même ton. Confusion, inquiétude, l'implication subtile que j'étais déraisonnable, que je les punissais, que je finirais par revenir à la raison. Aucun d'eux n'a reconnu ce qui s'était réellement passé. Aucun d'eux ne s'est excusé. Je me suis surprise à penser de plus en plus à Thomas. Qu'aurait-il pensé de tout ça? Il avait été plus ferme que moi, moins disposé à négliger les affronts, à trouver des excuses. « Tu donnes trop », m'avait-il dit une fois. « Tu ne laisses rien pour toi. » Il avait eu raison, bien sûr, mais il m'avait fallu 17 ans pour le voir. Un mardi froid de fin janvier, je revenais de l'épicerie quand j'ai vu la voiture de Romain garée devant ma maison à nouveau. Cette fois, il était debout sur le porche, les mains dans les poches, tapant des pieds contre le froid. Je me suis garée dans l'allée, le cœur battant soudainement la chamade. Je ne m'étais pas préparée à ce moment. Je n'avais pas répété ce que j'allais dire. Il s'est retourné alors que je sortais de la voiture, son expression un mélange de soulagement et d'appréhension. « Maman !» dit-il en s'approchant de moi. « Laisse-moi t'aider avec ça. » Il a attrapé les sacs de course et je l'ai laissé les prendre. Ses mains étaient nues malgré le froid. Ces mêmes mains qui avaient été si petites qu'elles pouvaient à peine s'enrouler autour de mon pouce. Nous avons marché jusqu'à la porte en silence. Je l'ai déverrouillée et il m'a suivi à l'intérieur, portant les sacs à la cuisine comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. « Tu as ignoré mes appels, » dit-il pendant que je déballais les courses. « Oui, » ai-je admis. « Pourquoi ?» Je l'ai regardé alors, vraiment regardé. Les rides autour de ses yeux, la barbe naissante sur son menton, la façon dont ses épaules étaient légèrement voûtées. Il avait l'air fatigué, plus âgé. « Pourquoi penses-tu, Romain ?» Il a passé une main dans ses cheveux. « Si c'est à propos de Noël, je t'ai dit. » « Ce n'est pas à propos de Noël, » l'ai-je interrompu doucement. « C'est à propos de tout ce qui a précédé et de tout ce qui a suivi. C'est à propos de la façon dont je suis devenue une pensée secondaire dans ta vie. On ne se souvient de moi que quand tu as besoin de quelque chose. »« Ce n'est pas juste, » a-t-il protesté. « N'est-ce pas? Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour parler? Pas pour demander de l'argent?
pas pour voir si je pouvais garder les enfants, juste pour savoir comment j'allais. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas? Ai-je dit sans méchanceté. J'ai été occupée, a-t-il dit sur la défensive. Le travail a été fou. Les enfants ont des activités. Je sais, ai-je dit. Tout le monde est occupé, c'est la vie. Mais on prend du temps pour ce qui compte, Romain. C'est ça, le problème. Je n'étais pas assez importante pour que tu prennes du temps pour moi. Son visage a rougi. Alors, tu me coupes les ponts. Tu supprimes l'accès au compte. C'est ta solution. J'ai continué à ranger les courses, mes mouvements délibérés et calmes. Je ne t'ai pas coupé les ponts. J'ai récupéré ce qui était à moi. Il y a une différence. Maman, nous dépendons de cet argent, le prêt immobilier, les frais de scolarité des enfants. Je me suis retournée pour lui faire face. Et c'est exactement ça le problème, n'est-ce pas? Tu en es venu à dépendre de moi financièrement, mais pas émotionnellement. Je suis assez bonne pour payer tes factures, mais pas assez bonne pour m'asseoir à ta table de Noël. Les mots flottaient entre nous, lourds de vérité. Je ne le pensais pas comme ça, a-t-il finalement dit, la voix plus basse. À propos de Noël, c'était l'idée de Sophie. Ses parents venaient, et tu sais comment ils peuvent être. Ils critiquent tout, et nous voulions juste une journée paisible. J'ai hoché la tête lentement. Je comprends. Vraiment, je comprends. Mais tu aurais pu me le dire. Au lieu de ça, tu as dit « la famille proche seulement », comme si je n'étais pas de la famille proche. Il a baissé les yeux. Je n'ai pas pensé. Non, ai-je convenu. Tu n'as pas pensé. Il y a eu un long silence. J'ai fini avec les courses et j'ai mis la bouilloire en marche. Vieilles habitudes. Un thé? Ai-je offert. Il a hoché la tête, s'asseyant lourdement à la table de la cuisine. Je sentais ses yeux sur moi alors que je me déplaçais dans la cuisine, sortant les tasses, les sachets de thé, le sucrier dont il avait toujours trop abusé. Je ne comprends pas ce que tu attends de moi, a-t-il finalement dit. Je me suis retournée pour le regarder, ce garçon devenu homme qui avait en quelque sorte oublié qui j'étais, qui nous étions l'un pour l'autre. Je n'attends rien de toi, Romain. C'est tout le problème. J'ai fini d'attendre. J'ai fini d'espérer. J'ai fini d'escompter. Je vis simplement ma vie maintenant, selon mes propres termes. Alors c'est tout. Tu en as juste fini avec nous. J'ai posé le thé devant lui, remarquant comment il a automatiquement attrapé le sucre. 3 cuillères, comme toujours. Je n'en ai pas fini avec toi. Je n'en aurai jamais fini avec toi. Tu es mon fils, mais j'en ai fini avec la version de moi-même qui accepte des miettes d'attention, comme si c'était des festins. Il a remué son thé, les yeux baissés. Les enfants te manquent. Ils me manquent aussi. Ils sont les bienvenus ici à tout moment. Et Sophie? J'ai siroté mon thé, considérant la question. Sophie n'a jamais particulièrement apprécié ma compagnie, Romain. Nous le savons tous les deux. Il n'a pas nié. Une autre petite vérité reconnue. Et les comptes? A-t-il demandé, la voix prudente. J'ai posé ma tasse. Il reste tel quel. Ton père et moi avons travaillé dur pour cet argent. Il était destiné à subvenir à mes besoins dans mes dernières années, pas à compléter votre style de vie. Tu es un homme adulte avec un bon travail. Tu n'as pas besoin de mon argent. La maison est à toi, ai-je fini pour lui. Je vous ai donné cet argent librement. Je ne le regrette pas. Mais plus maintenant, Romain, le puits est à sec. Il a semblé sur le point de discuter, puis a semblé y renoncer. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, buvant du thé dans la cuisine où j'avais autrefois pensé ses genoux écorchés, aidé à ses projets de science, lui avait appris à faire les biscuits préférés de son père.
Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-il finalement dit. J'ai tendu la main sur la table et j'ai brièvement touché la sienne, le premier contact physique entre nous depuis des mois. Tu n'as rien à réparer, juste à comprendre. Je compte, Romain. Mon temps compte, mes sentiments comptent, et pendant trop longtemps, ils n'ont pas compté pour toi ou pour Sophie. Il a hoché la tête lentement, pas nécessairement en accord, mais en reconnaissance. Puis-je amener les enfants ce week-end? A-t-il demandé. Ils ont demandé après toi. J'aimerais ça, ai-je dit. Mais j'ai des plans samedi, le cours d'art auquel je me suis inscrite. Dimanche, ça irait. Quelque chose a vacillé sur son visage. De la surprise? Peut-être que j'avais des plans qui ne pouvaient pas être réarrangés pour eux. Dimanche, alors, a-t-il convenu. Après son départ, je me suis tenue à la fenêtre, regardant sa voiture s'éloigner. La conversation n'avait pas tout résolu. Ce n'était pas le but, mais une vérité avait été dite, entendue, sinon entièrement acceptée. C'était un début, non pas nécessairement de réconciliation, mais de quelque chose de plus important. La reconnaissance. Dimanche est arrivé avec une douce chute de neige et un ciel de la couleur de la perle. Je me suis réveillée tôt, j'ai fait des brioches à la cannelle, les préférées de Noah, et j'ai mis la table avec la belle vaisselle, celle avec les fleurs bleues sur les bords. Non pas parce que j'essayais d'impressionner, mais parce que certaines occasions méritent une touche de cérémonie. Ils sont arrivés à 11 heures, le bruit des portières de voitures claquant, les voix des enfants s'élevant avec excitation. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent frapper, et ils étaient là. Olivia, plus grande que dans mon souvenir, ses cheveux noirs en 2 nattes soignés. Noah, les joues rouges de froid, un petit paquet serré dans ses mains gantées. « Mamie !» a-t-il crié, se jetant sur moi avec tout l'enthousiasme débridé d'un enfant de 7 ans. Je l'ai attrapé. J'ai respiré l'odeur de l'air hivernal et la légère trace du shampoing à la noix de coco que Sophie achetait toujours. Olivia s'est approchée plus prudemment, la conscience de soi de ses 11 ans commençant à s'affirmer, mais elle s'est penchée dans mon étreinte, s'accrochant un instant de plus que d'habitude. « Tu nous as manqué », a-t-elle murmuré. « Vous m'avez manqué aussi, ma chérie ?» Romain se tenait à quelques pas en arrière, observant les retrouvailles avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Sophie n'était pas avec eux. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le soit. « Entrez, entrez !» ai-je insisté, les faisant sortir du froid. « J'ai fait des brioches à la cannelle. » Les yeux de Noah se sont illuminés. « Celles qui sont bien moelleuses ? Y a-t-il un autre genre qui vaille la peine d'être fait ?» ai-je taquiné. À l'intérieur, ils ont enlevé leurs manteaux et leurs bottes, s'exclamant sur la chaleur, l'odeur de cannelle et de sucre. J'ai remarqué qu'Olivia regardait autour d'elle, notant peut-être l'absence de décoration de Noël, les endroits vides où des objets familiers se trouvaient. J'avais réaménagé, rendant la maison plus à mon goût qu'à celui de quiconque. « Je t'ai apporté quelque chose », a annoncé Noah, me tendant son paquet. Il était emballé dans les bandes dessinées du dimanche, scellé avec trop de rubans adhésifs, clairement son propre travail. « Merci, mon chéri », ai-je dit, le déballant soigneusement à la table de la cuisine pendant qu'il regardait. À l'intérieur se trouvait une petite figurine en argile, de forme grossière, mais reconnaissable comme une femme aux cheveux gris. « C'est toi », a-t-il expliqué inutilement. Je l'ai faite en cours d'art plastique. Je l'ai tenue avec précaution, ce trésor difforme, sentant quelque chose se coincer dans ma gorge. « C'est magnifique », lui ai-je dit. « Le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Il a rayonné. « J'ai quelque chose pour toi aussi. »
a dit Olivia plus hésitante. Elle a sorti un papier plié de sa poche. Ce n'est pas grand-chose. C'était un dessin au crayon avec une grande attention aux détails. Un portrait de moi, assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre, en train de lire. Elle avait capturé quelque chose dans l'expression, une sérénité que je ne savais pas visible aux autres. « Olivia !» ai-je soufflé. « C'est extraordinaire. Quand as-tu fait ça ?» Elle a haussé les épaules, satisfaite, mais essayant de ne pas le montrer. « La semaine dernière, de mémoire. Papa a dit qu'on venait te voir et je voulais apporter quelque chose. » J'ai regardé Romain, qui se tenait appuyé contre le cadre de la porte, nous regardant. Quelque chose est passé entre nous, une reconnaissance. La matinée s'est déroulée doucement. Nous avons mangé des brioches à la cannelle à la table de la cuisine. Noah se mettant du glaçage sur le menton. Olivia me parlant de sa nouvelle professeure d'arts plastiques à l'école. Romain, surtout silencieux, écoutant. Après le petit déjeuner, Noah a voulu construire un bonhomme de neige dans le jardin, et Olivia l'a rejoint pendant que Romain et moi faisions la vaisselle côte à côte, un vieux rythme que nous avons retrouvé sans discussion. « Merci pour ça », a-t-il dit doucement pendant que nous travaillions. « De les voir. » « Ce sont mes petits-enfants, Romain. Je voudrais toujours les voir. » Il a hoché la tête, les mains profondément dans l'eau savonneuse. Sophie et moi avons parlé de tout. J'ai attendu, sans inciter, sans pousser. « Elle n'est pas douée pour admettre quand elle a tort, » a-t-il continué. « Moi non plus, je suppose. Mais nous savons que nous avons mal géré les choses. Pas seulement Noël, tout. » J'ai séché une assiette, la plaçant soigneusement dans le placard. J'apprécie ça. Nous avons examiné nos finances, a-t-il poursuivi. Sans ton aide, ça a été un réveil brutal. Honnêtement, nous vivons au-dessus de nos moyens depuis longtemps. J'ai hoché la tête, sans surprise. La plupart des gens le font. Nous réduisons la voilure. Sophie va reprendre le travail à temps partiel. Nous avons inscrit les enfants à l'école publique pour l'année prochaine. J'ai haussé les sourcils à cela. Sophie avait été catégorique sur l'éducation privée. C'est son idée, en fait, a dit Romain, notant ma surprise. Elle dit qu'il est plus important qu'ils apprennent la valeur de l'argent que d'avoir l'éducation la plus chic. C'est inattendu, ai-je admis. Il a souri légèrement. Elle n'est pas si mauvaise, maman. Elle est juste compliquée. Ses propres parents n'ont jamais été très présents. Ils donnaient de l'argent, pas du temps. Je pense qu'elle a appris ce modèle sans s'en rendre compte. J'ai considéré cela, cet aperçu de Sophie qui ne m'avait jamais été offert auparavant. Nous portons tous des modèles de notre enfance, ai-je finalement dit. Nous avons fini la vaisselle dans un silence complice. Par la fenêtre, je pouvais voir les enfants rouler d'énormes boules de neige, riant en travaillant. « Je veux arranger les choses », a dit Romain soudainement, se tournant vers moi. Je ne sais pas comment exactement, mais je veux essayer. J'ai séché mes mains lentement, pesant mes mots. Il ne s'agit pas d'arranger les choses, Romain. Il s'agit de les rendre différentes. Je suis différente maintenant. J'ai découvert des parties de moi-même que j'avais oublié d'exister. J'ai de nouveaux amis, trouvé de nouveaux intérêts. Je ne suis pas la même femme qui attendait près du téléphone la veille de Noël. Il a baissé les yeux. Je sais, je peux le voir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour toi ou les enfants dans ma vie. Cela signifie simplement que la place a changé. Je ne serai plus ton filet de sécurité. Je ne serai plus ta baby-sitter pratique, ni ton fonds d'urgence, mais je serai toujours ta mère. Il a hoché la tête, clignant rapidement des yeux. C'est juste. Nous avons rejoint les enfants dehors, les aidant à finir leur bonhomme de neige,
trouvant des bâtons pour les bras, des pierres pour les boutons. J'ai contribué avec une vieille écharpe, Romain avec son propre chapeau. Le résultat était de travers mais charmant, nous souriant de guingois depuis le centre du jardin. Alors qu'il se préparait à partir, Noah m'a serré fort dans ses bras, me faisant promettre d'exposer sa figurine en argile à un endroit spécial. Olivia a demandé si elle pouvait revenir bientôt. Peut-être se joindre à moi pour un de mes cours d'art. J'adorerais ça, lui ai-je dit, sincèrement. Romain a hésité à la porte. Le week-end prochain, a-t-il demandé. Peut-être un dîner ici, nous tous. La question dans sa voix était claire. Sophie aussi. J'ai réfléchi. Cette branche d'olivier. Dimanche, ai-je accepté. 18h. Dis à Sophie qu'elle n'a rien besoin d'apporter. Après leur départ, je suis restée dans la maison silencieuse, sentant l'écho de leur présence. La figurine en argile était maintenant sur ma cheminée, un petit témoignage difforme de l'amour qui persiste malgré le changement. À côté, j'ai placé le dessin d'Olivia, soigneusement encadré dans un vieux cadre que j'avais trouvé au grenier. De nouveaux cadeaux, des cadeaux honnêtes. Ce soir-là, un texto de Romain est arrivé. Une photo des enfants de retour à la maison, encore rouges de froid, souriants. En dessous, un simple message. Merci pour tout. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, je me suis assise avec ce sentiment, ce nouveau départ timide. Pas un retour à ce qui était, mais un pas vers ce qui pourrait être. Plus tard, alors que je me préparais pour le lit, je me suis souvenue du dessin de Lise sur mon réfrigérateur. Vous rendez les choses agréables. Une vérité si simple, mais si profonde. Peut-être que c'est tout ce que nous pouvons espérer dans cette vie. Pas de grands gestes, pas une compréhension parfaite, juste la capacité de rendre les choses agréables pour ceux qui nous entourent, et la sagesse de reconnaître quand les autres font de même pour nous. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un autre texto de Romain, envoyé tard dans la nuit. Je suis désolée, maman, pas seulement pour Noël, pour tout ce qui a précédé. Je t'ai prise pour acquise. Je ne le referai plus. J'ai tenu le téléphone un long moment, sentant le poids de ces mots, leur simple vérité. Je sais, ai-je répondu par texto. Je t'aime. Je l'ai toujours fait. Je le ferai toujours. Ce n'était pas exactement le pardon. C'était la reconnaissance de la blessure, du changement, de la possibilité. Plus tard dans la journée, alors que je marchais vers mon cours d'art, la neige craquant sous mes bottes, j'ai vu Lise jouer dans son jardin. Elle a fait de grands signes quand elle m'a aperçue, courant vers la clôture. « Madame Marguerite, où allez-vous? Je peux venir ?» J'ai ri. « Pas aujourd'hui, ma chérie. C'est mon cours d'art, mais peut-être une autre fois. »« Promis ?» a-t-elle demandé, les yeux sérieux. « Promis. » Ai-je convenu, tendant la main par-dessus la clôture pour lui tapoter doucement le nez. Certaines choses sont trop importantes pour être manquées. Elle a hoché la tête, satisfaite, puis est retournée à son château de neige, me disant au revoir par-dessus son épaule. En continuant ma marche, j'ai pensé aux promesses, celles que nous tenons, celles que nous brisons, celles que nous nous faisons à nous-mêmes dans le silence de notre cœur. Je m'étais fait une promesse après Noël, me valoriser autant que je valorisais les autres, reconnaître ma propre valeur même quand les autres ne le faisaient pas. Ce n'était pas une promesse facile à tenir. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et les miennes avaient été cultivées pendant des décennies. Mais chaque jour, je pratiquais. Chaque fois que je disais non quand je voulais dire non. Chaque fois que je disais oui à quelque chose juste pour moi. Je devenais plus forte dans ma résolution. Les excuses de Romain n'avaient pas changé cela. Au contraire, elles avaient renforcé la justesse de mon chemin.
Sa reconnaissance n'était pas venue malgré ma limite, mais à cause d'elle. En restant ferme, je m'étais rendue visible d'une manière que je n'avais jamais été auparavant. La neige a recommencé à tomber alors que j'atteignais le centre social. De gros flocons dérivant paresseusement du ciel gris perle. Je me suis arrêtée un instant, levant les yeux, sentant le contact froid des flocons de neige sur mes joues, mes cils. À ce moment-là, j'étais profondément présente, ne pensant pas au passé, ne m'inquiétant pas de l'avenir. Juste ici, maintenant, vivante dans ce corps, à ce moment. Cette vie qui était la mienne seule. J'ai souri et j'ai continué dans le bâtiment. Où Denise attendait, où les toiles se tenaient prêtes, où un nouveau chapitre s'écrivait. Coup de pinceau après coup de pinceau prudent. Le printemps est arrivé tôt cette année-là, perçant les derniers vestiges de neige avec des pousses vertes déterminées et des crocus courageux. J'ai passé plus de temps dans le jardin que je ne l'avais fait depuis des années, nettoyant les feuilles mortes, retournant la terre, planifiant ce que j'allais planter. Ma relation avec Romain s'était installée dans quelque chose de nouveau. Pas ce qu'elle avait été, mais pas brisée non plus. Nous parlions chaque semaine, parfois plus. Les enfants venaient régulièrement. Même Sophie avait commencé à se détendre, apportant une tourte maison un dimanche soir, me posant des questions sur mon cours d'art avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Je suis restée ferme sur les limites financières. Ce n'était pas toujours facile. Il y a eu des moments de tension, d'attente implicite. Mais j'ai tenu bon et progressivement, ils se sont adaptés. Ils le devaient. La vie a une façon de combler les espaces que nous créons. Le développement le plus surprenant n'était pas les changements dans ma famille, mais les changements en moi. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque. Je me suis fait de nouveaux amis à mon cours d'art. J'ai commencé à faire du bénévolat au jardin communautaire une fois par semaine. Mon calendrier, autrefois vide à l'exception des obligations familiales, se remplissait maintenant d'activités de mon propre choix. Un matin, chaud d'avril, j'ai reçu un appel inattendu de Yasmine. « Marguerite » dit-elle, la voix pétillante d'excitation. « J'ai des nouvelles. On m'a offert un poste en ville. Un bon, avec des avantages sociaux, tout le tout-team. »« C'est merveilleux !» m'exclamai-je, sincèrement heureuse pour elle. Elle travaillait à temps partiel à la pharmacie locale, joignant les deux bouts, mais sans s'épanouir. « Le truc, » continua-t-elle, « c'est que ça veut dire déménager. Le trajet serait impossible d'ici. » J'ai ressenti une pointe de tristesse à cela. Au cours des mois qui ont suivi Noël, Yasmine et Lise étaient devenues des piliers de ma vie. Dîners hebdomadaires, visites impromptues, tasses de sucre empruntées qui se transformaient en conversation d'1 heure. « Vous allez nous manquer, » ai-je dit, sincèrement. « C'est en fait pour ça que j'appelle, » dit-elle. Je me demandais, envisageriez-vous de venir avec nous? Pas pour vivre ensemble, ajouta-t-elle rapidement. Mais il y a un petit immeuble d'appartements près de l'endroit où nous allons déménager. Le loyer est raisonnable et c'est un quartier agréable. Lise serait toujours à proximité. Je suis restée avec la question, surprise de voir à quel point elle résonnait en moi. « Tu veux que je déménage en ville ?»« Seulement si vous le voulez, » m'a-t-elle assurée. J'ai juste pensé, vous êtes devenue importante pour nous, Marguerite, surtout pour Lise, et je sais à quel point elle compte pour vous. C'était vrai. La petite fille s'était taillé une place dans mon cœur avec ses dessins de travers et ses coups enthousiastes à ma porte. J'y réfléchirai, ai-je promis après avoir raccroché. J'ai traversé ma maison, la regardant vraiment. Cet endroit avait été mon foyer pendant 42 ans. Thomas et moi l'avions acheté quand Romain n'avait que 3 ans. Chaque coin gardait des souvenirs. Chaque égratignure sur le parquet. Chaque éclat dans la peinture racontait une histoire.
Mais dernièrement, j'avais commencé à sentir que ces histoires étaient terminées. Les chapitres écrits, le livre fermé. Peut-être était-il temps pour un nouveau volume. J'ai appelé Romain ce soir-là et je lui ai parlé de l'offre de Yasmine. « Tu penses à déménager ?» a-t-il demandé, la surprise évidente dans sa voix. « J'y songe, » ai-je dit prudemment. Ce serait un grand changement. Il y a eu une pause. « Et nous, les enfants ? Tu serais à 1 heure de route. » J'ai souri, bien qu'il ne puisse pas le voir. 1 heure, ce n'est pas si loin. Et tu as une voiture. Mais ta maison, maman, tous tes souvenirs avec papa ? Les souvenirs viennent avec moi, Romain. Ils ne sont pas dans les murs ou les planchers. Ils sont ici. J'ai tapoté ma poitrine à nouveau. Un geste qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il pouvait peut-être sentir à distance. Une autre pause. Plus longue cette fois. Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ? Ce n'était pas accusateur, juste une observation. Oui, ai-je convenu. J'ai changé. À cause de ce qui s'est passé à Noël. J'ai réfléchi. Pas à cause de ça, mais c'était un catalyseur. Je suppose que ça m'a fait voir les choses clairement pour la première fois depuis longtemps. Je suis toujours désolé pour ça, a-t-il dit doucement. Je sais, et je t'ai pardonné, mais je n'oublierai pas ce que ça m'a appris. Après avoir raccroché, je me suis assise sur ma balançoire de Porsche, regardant le soir s'installer sur le quartier. L'air était doux avec le printemps, parfumé de nouvelles croissances et de possibilités. Le changement était toujours effrayant. Il était plus facile de rester sur place, de s'accrocher au familier, même quand le familier était devenu une sorte de cage. Mais j'avais déjà changé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Qu'était-ce qu'un saut de plus ? Le lendemain, j'ai appelé un agent immobilier. Puis, j'ai appelé Yasmine. « J'aimerais voir cet appartement, » ai-je dit. Pas de promesse, mais je suis ouverte à l'idée. Sa joie était palpable. « Lise sera aux anges, » a-t-elle dit. Elle prévoit déjà où t'emmener en ville. L'appartement était plus petit que ma maison, bien sûr, mais il avait de grandes fenêtres qui inondaient les pièces de lumière, un petit balcon où je pouvais planter des herbes et des fleurs en pot, et une vue sur un parc où jouaient des enfants. J'ai signé le bail ce jour-là. Le dire à Romain a été plus difficile. Il s'était habitué à la nouvelle version de moi. Celle qui tenait bon, mais qui vivait toujours là où elle avait toujours vécu. Qui maintenait toujours le point de repère physique de son enfance. « Tu le fais vraiment ?» a-t-il dit quand je lui ai annoncé, la voix un mélange d'incrédulité et de quelque chose comme du respect. « Oui, » ai-je confirmé. « La maison est mise en vente la semaine prochaine. »« Et tes affaires, tes meubles ?»« Je prends ce qui compte, le reste peut partir. Ce ne sont que des choses, Romain. » Il est resté silencieux un moment. « Seras-tu heureuse là-bas ?» La question m'a touchée. Pas « et nous ?» ou « comment cela affectera-t-il la famille ?» mais une préoccupation sincère pour mon bonheur. « Je pense que oui, » lui ai-je dit. « Ça me semble juste. »« Alors je suis heureux pour toi, » a-t-il dit, et je l'ai cru. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de tri, d'emballage, de décisions sur ce qu'il fallait garder et ce qu'il fallait laisser partir. C'était libérateur. Ce dépouillement des biens accumulés. Chaque objet que je lâchais me semblait être un poids que je ne savais pas que je portais. J'ai gardé le fauteuil préféré de Thomas, nos photos de mariage, le couvre-lit que ma grand-mère avait fait. J'ai gardé la figurine en argile que Noah m'avait donnée, le dessin d'Olivia, la maison en crayon arc-en-ciel de Lise. J'ai gardé ce qui comptait, ce qui avait un vrai sens, et j'ai laissé le reste. La maison s'est vendue rapidement à un jeune couple attendant leur premier enfant.
Ils aimaient le grand jardin, les arbres matures, la rue calme. J'aime l'idée qu'une nouvelle famille commence son histoire là où la mienne se terminait. Le jour du déménagement est arrivé, clair et lumineux. Un parfait matin de juin. Romain et les enfants sont venus aider, ainsi que Denise de l'église et plusieurs amis de mon cours d'art. Yasmine et Lise ont décoré mon nouvel appartement avec des pancartes de bienvenue et un pot de marguerite jaune pour le balcon. Le soir, quand tout le monde était parti et que j'étais seule dans mon nouvel espace, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Les pièces étaient arrangées à mon goût. Des trésors familiers trouvant de nouvelles maisons sur des murs inconnus. Par les fenêtres ouvertes arrivaient les bruits de la ville, la circulation lointaine, les rires d'enfants du parc, la musique de l'appartement de quelqu'un d'autre. J'ai préparé une tasse de thé et je me suis assise sur mon petit balcon, regardant le coucher de soleil sur le parc. Demain, Lise me montrerait son glacier préféré. La semaine prochaine, je commencerai un nouveau cours d'art au centre social à quelques rues de là. Romain et les enfants viendraient dîner dimanche. La vie continuerait. Différente, mais bonne. Mon téléphone a vibré avec un texto. C'était de Romain. La maison semble vide sans tes affaires, mais je suis content que tu sois là où tu veux être. Je t'aime, maman. J'ai souri en tapant ma réponse. Je t'aime aussi. Alors que le crépuscule s'assombrissait en nuit, j'ai pensé au long voyage qui m'avait amené ici. De cet appel téléphonique froid de décembre à cette chaude soirée de juin. De l'invisibilité à la reconnaissance de soi. De donner trop à donner, juste assez, y compris à moi-même. Cette transformation n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments de doute, de solitude, de me demander si j'avais fait une terrible erreur. Mais à chaque pas en avant, chaque limite maintenue, chaque nouvelle connexion formée, le chemin était devenu plus clair. Je n'étais pas seulement Marguerite Dubois, mère de Romain, grand-mère d'Olivia et Noah, veuve de Thomas. J'étais Marguerite Dubois, artiste, amie, voisine, femme, se tenant fermement dans sa propre lumière. Le Noël qui n'avait pas eu lieu était devenu le cadeau que je n'attendais pas. Pas emballé dans du papier brillant ou noué avec des rubans, mais emballé dans la clarté et noué avec le courage. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai porté un toast silencieux à ce cadeau, à l'éveil douloureux qui avait conduit à cette soirée paisible, à la famille que j'avais perdue et retrouvée de nouvelles manières, au moi que j'avais retrouvé après des années d'invisibilité volontaire. Et si vous vous êtes déjà assis à côté d'un dîner intact, si vous avez regardé un téléphone qui ne sonnait pas, attendu un coup à la porte qui n'est jamais venu, vous connaissez déjà cette histoire. Vous portez déjà la faim dans votre poitrine. Vous n'avez pas besoin d'être choisi pour compter. Vous n'avez pas besoin de permission pour arrêter de donner à ceux qui ne vous verront pas. Vous n'êtes pas un plan de secours, pas un accessoire saisonnier, pas la commodité de quelqu'un. Vous êtes le tout, le foyer, la lumière, le cadeau. Si cette histoire a trouvé quelque chose en vous, un souvenir, un soupir, une force, alors partagez-la. Pas pour moi, pour les autres qui sont encore assis avec des cadeaux emballés et des appels sans réponse. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls. Faites-leur savoir qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous et n'hésitez pas à découvrir 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne. La robe de mariée qu'elle n'a jamais portée et la lettre d'héritage.